Bonjour à tous et bienvenue chez J'aime entreprendre. Aujourd'hui, 20e Get Talk et pour l'occasion, nous accueillons Eric Latouche-Allais, fondateur de By the Touch. Bonjour Eric. Bonjour Clara. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce 20e Get Talk. Donc peut-être qu'on va commencer, peut-être vous présenter en quelques mots. Très bien. Écoutez, déjà merci à Get Talk et à l'association J'aime entreprendre de donner l'occasion à des entrepreneurs de prendre la parole et puis de partager un petit peu de savoir et d'expérience. Donc je m'appelle Eric Latouche-Allais, j'ai 47 ans, je suis ingénieur de formation et il y a 2 ans j'ai repris un cursus à GEM, un master spécialisé, avec une thèse professionnelle sur l'entrepreneuriat et le bricolage entrepreneurial. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. D'accord, et justement aujourd'hui du coup vous êtes entrepreneur, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société que vous avez créée, By the Touch? Bien sûr. Donc By the Touch, c'est une société de conseil et d'ingénierie. D'accord. On œuvre dans la numérisation 3D de bâtiments à l'aide de différentes technologies. Vous pouvez en voir derrière, scanner laser, caméra 360. Et l'idée, c'est de capter la réalité d'un site tel qu'il est, que ce soit un site industriel, tertiaire ou immobilier, pour pouvoir après le rediffuser à un écosystème d'acteurs qui vont pouvoir revoir le site à distance, à volonté, dans le confort de leur bureau. D'accord. Et question bête, pourquoi By the Touch? Pourquoi le nom By the Touch? C'est marrant, ça remonte à l'époque où je travaillais chez Schneider. Et un certain nombre de collègues, on était dans un environnement assez international. Et les collègues aimaient bien m'appeler The Touch. Voilà. Donc, quand s'est posé la question du nom de l'entreprise, j'aurais pu effectivement prendre un nom marketing lié au scanner laser, lié au relevé 3D, au BIM, etc. Et puis pour cette première entreprise, je me suis dit, allez, ne passons pas à côté du clin d'œil, d'où le nom By the Touch, avec le Y qui fait référence au Y grenoblois. D'accord. Voilà. Et justement, votre idée de start-up, elle est née pendant que vous étiez encore chez Schneider ou elle est arrivée, elle arrive à quel moment dans votre parcours? Oui, justement, j'ai eu l'occasion d'être accompagné par SIE, Schneider Initiative Entrepreneur, qui aide en fait les salariés qui ont un projet de reconversion professionnelle à monter une entreprise ou à en reprendre une. Donc j'ai été accompagné par cette structure. Et l'idée de base, c'était en fait, on était sur une activité où on était en train de gérer un peu la décroissance, vous voyez, et moi, je suis quelqu'un de très dynamique, et je voulais monter mon activité dans un domaine en croissance avec des technologies suffisamment matures, pour pouvoir générer effectivement quand même pas mal de business. Et l'idée, c'était aussi de faire le lien avec mon précédent métier, où j'étais ingénieur commercial dans le domaine des projets d'électricité. Et quand on répondait à des appels d'offres à l'étranger, se posait parfois la question de capter la réalité d'un site pour la mettre à disposition de tous les collègues, un logisticien pour vérifier les ouvertures de portes, un thermicien pour voir les, etc. Donc c'est là d'où est venue la genèse. Alors au début, je m'orientais sur l'association de techno, numérisation 3D, réalité virtuelle et impression 3D dans le domaine des objets, pour faire de la rétro-ingénierie d'objets. Et puis, après, premier pivot, c'est ce qu'on apprend aussi dans les études de commerce. Premier pivot, où là, je me suis réorienté vers le domaine du bâtiment. D'accord. Donc, numérisation 3D du bâtiment, visualisation avec des caisses de réalité virtuelle, voire impression 3D, de certaines parties de bâtiments. Du coup, s'il n'y avait pas eu cette structure au sein de Schneider, peut-être que vous n'auriez pas franchi le pas. C'est vraiment ça qui a déclenché cette idée de se dire que vous vouliez créer By the Touch? Alors c'est sûr que j'étais dans un environnement très confortable, bien payé, je passais une semaine par mois à l'étranger, des projets importants, très variés. En termes d'ego aussi, quand on est dans l'écosystème de grenoblois, on dit qu'on travaille chez Schneider, c'est toujours bien, c'est bankable. Donc oui, effectivement, c'était compliqué de franchir le pas et de se lancer. Et à un moment donné, j'ai quand même fait le constat aussi, c'était de me dire, à l'issue de ma carrière, dans 10, 20 ans, 30 ans, quand j'aurai l'occasion de revoir en arrière ce que j'aurais pu faire effectivement de ma vie, je m'étais dit, je ne voudrais pas avoir de regrets en me disant, tiens, j'ai jamais essayé de tenter quelque chose par moi-même, sachant qu'encore plus chez Schneider, on travaille comme si on n'avait papa, maman derrière soi, quelque part. Et là, d'être aux manettes,
on aide aussi à se construire en tant qu'adulte, en gagnant en maturité, au-delà du plaisir quotidien de se faire plaisir et d'être dans quelque chose de super dynamique, quoi. Et du coup, vous disiez que vous avez fait une formation à GEM par la suite. C'était avant de créer By The Touch. C'était déjà dans l'optique de créer By The Touch ou c'était par pur intérêt, curiosité? C'est tout à fait. C'est dans le processus de création de société. Il fallait que je comble quelques lacunes en termes de stratégie, de marketing digital. Apprendre aussi les mots à la mode, les codes, de 2020. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi accompagné avec Schneider pour pouvoir suivre cette formation et me donner les meilleures armes pour être successful dans le montage de la start-up. Et By The Touch, c'est quelque chose que vous avez lancé seul ou vous étiez une équipe peut-être? Alors j'ai beaucoup hésité à monter avec un ami. Et puis ça n'a pas pu se faire. Et je me suis dit autant créer seul pour en fait apprendre les règles, la grammaire de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est que d'aller voir un expert comptable, vous voyez, qu'est-ce que c'est que de faire de la prospection téléphonique en n'ayant que soi pour défendre sa société. Quand on est chez Schneider, on dit bonjour, je suis chez Schneider. Les gens, à la limite, peu importe comment on s'appelle, c'est un sésame. On ouvre toutes les portes, on peut aller n'importe où. Donc voilà, donc c'était apprendre les règles de l'entrepreneuriat, faire mes armes, pour ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir m'associer avec d'autres créateurs de start-up ou autres, parce qu'on aurait des codes communs. Vous voyez. Donc c'est vraiment une première phase d'apprentissage. D'où le fait d'avoir effectivement souhaité monter seul. Maintenant, cet été, j'ai déjà eu 2 stagiaires, vous voyez, donc c'est quand même une entreprise qui vit. Enfin, voilà. Et justement, aujourd'hui, vous êtes plusieurs dans l'équipe par ces stagiaires Donc, cet été, on était 3. Là, je suis à nouveau effectivement seul. C'est prévu d'accueillir un étudiant en apprentissage. Et puis après, à l'horizon de l'été 2022, là, c'est d'avoir vraiment des premières embauches. Puisque là, j'aurai les preuves que la structure est pérenne. Je commence à avoir des premiers clients qui reviennent. Voilà. Mais donc, l'idée, c'est d'adapter aussi la masse salariale en fonction de la régularité aussi du chiffre d'affaires qui peut arriver, quoi. Et, du coup, donc du coup de ne pas être dans le rouge en fait, parce que c'est un conseil que je peux donner aussi aux entrepreneurs qui se lancent. C'est vrai que démarrer avec des premiers clients, c'est quand même beaucoup plus confortable que démarrer et commencer déjà à avoir des choses à payer, des assurances, la banque, des premiers prêts. Et de se faire rattraper par les coûts. Et puis du coup d'avoir le stress aussi en fin de mois, est-ce que je vais avoir la trésor pour pouvoir rembourser mes différentes échéances. C'est pour ça que j'adapte aussi la masse salariale aussi par rapport aux revenus. Même si après il y a moyen de faire des levées de fonds, de faire d'autres investissements. Mais voilà, dans un premier temps, je voulais tester quand même le business model de ma société. Et vous avez reçu un accompagnement de Schneider. Peut-être que après vous avez été accompagné autrement, peut-être vous avez été incubé. Alors justement, oui, après la création de la société, et après donc, du coup ma reprise d'études à GEM, j'ai présenté un dossier à Incube à GEM pour avoir l'occasion d'être incubé. Voilà. Et donc j'ai eu la chance effectivement de faire partie de GEM Labs pendant quelques trimestres, quelques semestres même. Voilà. La fin d'incubation se termine à la fin de l'année. Et qu'est-ce que vous a apporté cette incubation GEM justement? Parce que j'imagine que vous aviez déjà des outils que Schneider vous avait donnés par cet accompagnement, et qu'est-ce que GEM a complété en termes d'apport peut-être théorique, pratique? Alors en termes de théorie, là on va dire que c'est plutôt le cursus du master spatialisé qui m'a amené ces compléments théoriques. Maintenant en pratique, il y avait les locaux de GEM Labs, donc d'avoir l'occasion de voir du monde, l'occasion de pouvoir accueillir des stagiaires aussi. Vous voyez, et tout ça effectivement gratuitement, c'est important quand on démarre. On n'est pas aller dans un espace de cowork, c'est une solution, mais c'est payant. Voilà, donc là c'était gratuit, ça c'est pas mal. Et puis ensuite il y a toute la communauté des autres incubés. On partage quelques after-work, on partage nos difficultés, nos succès, etc. C'est assez entraînant. C'est stimulant, oui, comme cadre. Et puis après, Julie d'Incube à GEM a commencé aussi à organiser des webinars sur différentes thématiques en faisant intervenir des experts. Voilà, donc là aussi, on y participe, on apprend aussi beaucoup de choses.
Et vous parliez justement de difficultés. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles, au pluriel ou au singulier, vous ne vous attendiez pas forcément à être confrontés et sur votre parcours depuis le début de la création de By the Touch? Alors clairement, je pense que c'est l'aspect commerce et business. Je pensais que ça serait beaucoup plus facile et que ça irait beaucoup plus vite. Et pourtant, j'ai un cursus quand même dans le domaine du business dev, vous voyez. Mais gagner ses premiers clients, finalement, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine parce qu'on n'arrive pas toujours au moment où les clients sont disposés même à faire des POC. Vous voyez, donc il faut faire preuve de persévérance. Voilà, donc je pensais que ça irait plus vite. Mais finalement, en fait, c'est pour ça qu'en se donnant un horizon de 2 ans, on a le temps de planter suffisamment de graines. Et puis à partir du moment où on est sérieux, qu'on tient ses engagements, qu'on est fiable, et qu'on reste présent auprès de toute cette population de prospection, à un moment donné, si effectivement on a une proposition de service qui tient la route, ces gens-là nous donnent l'occasion de montrer notre savoir-faire, on fait des exemples, et par l'exemple, les clients voient vraiment la valeur que ça leur apporte, et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviennent. Voilà, maintenant. Oui, vous avez lancé Donc, un avis à tous, n'hésitez pas. Vous avez lancé du coup votre projet en 2020, c'est bien ça? Oui. Et votre premier client, justement, comment ça s'est passé? Parce qu'on s'imagine tous, ceux qui créent leur start-up, le premier client, peut-être beaucoup de pression, je ne sais pas, des attentes, des craintes. Alors, le premier client, en fait, c'était un particulier, vous voyez, qui avait acheté un appartement sur Voiron et qui voulait vérifier si la surface qu'il avait achetée correspondait au plan et aux données contractuelles. Vous voyez. Donc ça, c'était le premier client. Après, j'en ai fait d'autres dans le domaine de l'immobilier, avec des rénovations de granges, des plans pour des architectes, etc. Et la première commande B2B, c'était un local technique. Et là, effectivement, quand j'ai gagné cette première commande, je me suis fait un selfie avec l'iPhone. Là, voilà, c'était beaucoup de fierté, j'imagine. Beaucoup de joie, bien sûr. Et par rapport au financement de By the Touch, parce que c'est une question que beaucoup se posent quand ils veulent se lancer, comment concrètement vous avez réussi à financer peut-être une levée de fonds ou je sais pas? Alors j'ai commencé par un prêt d'honneur auprès de Gaïa. D'accord. Voilà, dans l'écosystème de réseau entreprendre, etc. Là, donc j'ai sollicité un prêt d'honneur, donc pareil, il faut monter un dossier pour pouvoir assurer mon BFR, mon besoin en fonds de roulement, donc les avances de TVA, etc. J'ai amené de l'argent propre, j'ai amené 10 000 euros dans la structure pour aussi pouvoir participer au financement des différents équipements, et puis un prêt bancaire aussi au niveau de la Banque Populaire. D'accord. Et ça fait un peu plus d'1 an que maintenant que By the Touch existe. Oui. Vous avez quel projet pour les années à venir de développement pour l'entreprise? Alors déjà, le premier stade de développement, c'est déjà de m'assurer que j'arrive en fait à monter une structure pérenne où j'arrive déjà à me payer, à gagner ma vie. Voilà. Donc ça, c'est un objectif qui devrait être réalisé courant mars. Voilà. Et puis une fois que ce premier jalon sera réussi, là je dirais c'est open bar, c'est une belle aventure qui va continuer, parce que je vais pouvoir aussi tester d'autres pistes de business, d'autres pistes d'entrepreneuriat. Voilà. Mais déjà la première étape, c'est arriver à obtenir une structure pérenne. D'accord. Et justement, c'est assez intéressant votre parcours, parce que vous avez commencé finalement en tant que salarié pour ensuite évoluer vers l'entrepreneur. Oui. Et justement, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat aujourd'hui, et en quoi elle est différente par rapport à celle que vous pouviez en avoir quand vous étiez salarié justement, et c'était juste quelque chose que vous pouviez observer de l'extérieur? Alors, effectivement, quand on est salarié, bon, déjà on a le confort de recevoir un salaire tous les mois. On a le confort, même si on doit effectivement assurer à peu près 150 heures de travail mensuel, si on a besoin de prendre 2 heures pour aller faire une course, aller chez le médecin ou autre, on a quand même sa paye qui reste la même. Quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, en fait, les heures ont une autre valeur. C'est une dorée très rare, le temps.
Donc il faut arriver effectivement à l'optimiser du mieux possible. Alors, et ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'en fait, on adore ça, mais on compte pas ses heures. C'est-à-dire que moi, le nombre de week-ends où je travaille aussi le samedi et dimanche, voilà, c'est non-stop. Mais on n'a pas l'impression de travailler. Donc du coup, voilà, si on a la chance d'être dans une activité qui fait plaisir, c'est super dynamique. Donc ça, voilà, c'est le premier retour sur la grande différence. Et ensuite aussi, le fait que quand on est salarié, on a aussi des collègues. Le travail ne se fait pas tout seul, on travaille en équipe. Donc on participe collectivement à la réussite d'un projet en amenant chacun sa pierre. Et là, quand on prend sa casquette d'entrepreneur, surtout quand on démarre seul, il faut savoir s'entourer de partenaires. Parce que aussi les projets, on ne va pas pouvoir les faire non plus tout seul. Donc il faut arriver à trouver les bonnes associations, les bons supports, les bons partenariats. Donc ça aussi, c'est aussi quelque chose de très très différent. C'est qu'on est seul, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que votre expérience de salarié vous a apporté aujourd'hui pour votre... Clairement de la compétence, oui. L'apprentissage d'un métier. Voilà, mais ce qui ne veut pas dire que quand on sort de l'école à 23 ans, on est aussi armé par son dynamisme, ses cours, etc. Donc on peut aussi y arriver. Mais le fait de démarrer effectivement plus tard, on a aussi un autre bagage d'expérience, voilà, qui est forcément très utile aussi. Oui, ça permet de gagner aussi en confiance peut-être sur ses compétences. De gagner d'avoir de la confiance, d'arriver à prendre du recul aussi. Vous voyez, et puis peut-être de mieux gérer aussi ses émotions, parce que quand on reçoit une commande, on va être au là, et puis si on perd une affaire, on va faut arriver à niveler un petit peu le côté émotionnel, et avec l'âge, on arrive un petit peu mieux à le faire, peut-être. Et qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre quotidien d'entrepreneur? Le côté sans routine, peut-être? Non, merci d'avoir posé la question. Écoutez, dans mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu la chance d'être dans des métiers qui étaient non routiniers. C'est-à-dire que je n'avais pas 2 journées pareilles. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas 2 journées pareilles non plus. Mais c'est pour poser la question. Parce que du coup, je crois que j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que vous préférez d'aujourd'hui dans votre quotidien d'entrepreneur? Peut-être en comparaison à votre quotidien de salarié. Alors, c'est sûr que la gestion du temps, vous voyez, je suis musicien, je fais de la basse dans un groupe de jazz, j'aime beaucoup le jeu des échecs. Bon, si à 13h30 j'ai envie de faire une demi-heure d'échecs, par exemple, je peux. Vous voyez, si à 16h j'ai envie de faire une demi-heure de musique, je peux. Et d'un autre côté, si à 22h j'ai envie d'être derrière mon PC pour travailler sur un devis ou un projet en exécution, je peux aussi. Vous voyez, donc c'est cette liberté-là qui est très appréciable, qui n'a pas de prix, quoi. Je peux vraiment gérer mon emploi du temps comme je l'entends. Si jamais on décide de faire appel à By the Touch, concrètement, comment ça se passe? Écoutez, si on prend l'exemple de la numérisation 3D de bâtiments, d'accord, on va intervenir du coup tout au long du cycle de vie de ce bâtiment, que ce soit lors de sa construction, lors de son exploitation ou de sa rénovation, en cas de dommage ou de sinistre aussi, lors de sa vente ou lors de sa démolition. Et qu'est-ce que les clients vont nous demander? C'est de faire le relevé en fait de ce bâtiment. Et pour faire ce relevé, avant de faire des maquettes 3D et autres, vous voyez, on va pouvoir utiliser un certain nombre de technos à disposition, comme ici un scanner laser. Vous voyez, on va capturer dans l'environnement en 3D. Une vidéo 360 munie de 2 lentilles, pareil, pour prendre aussi des photos ou des vidéos en flux panoramique, et ça va être, les 2 technos vont être complémentaires l'une de l'autre, parce que le scanner, il voit ce que voit un œil humain. Donc parfois, aller derrière un recoin, ça va être compliqué, alors qu'avec une caméra 360, on va pouvoir y aller. Donc une fois qu'on a capté tout ça, et après, derrière, on va refaire des plans 3D, des maquettes 3D, voilà. Et puis après, aller vers le BIM, le Building Information Modeling, d'accord, où on va avoir en fait un environnement en 3D avec des informations dessus sur les constituants des différents matériaux, des murs, des fenêtres, etc. Et on va pouvoir après derrière mixer
de la donnée froide et de la donnée chaude. La donnée froide, ça va être par exemple des synoptiques, des plans électricité, des plans de fluide qu'on va mettre dans la maquette. Et de la donnée chaude, c'est par exemple faire appel au capteur IoT du bâtiment. Et on va réussir à avoir tout ça sur un même écran de supervision. Après, quand je vous parlais aussi de faire des visites virtuelles ou des visites immersives, vous voyez, si on prend un casque de réalité virtuelle, vous voyez, tous les effets de perspective qu'on n'a pas sur un écran d'ordinateur avec une façade 2D, là on va avoir une vue complètement immersive avec les effets de perspective qui sont fidèles à la réalité. Vous voyez. Voilà. Un autre exemple, vous voyez, il y avait le congrès des maires en octobre là. Votre aimable serviteur s'est offert un petit encart publicitaire au sein du congrès annuel des maires, où on parle en fait au niveau des collectivités locales de la réaffectation d'usage de bâtiments. Vous voyez par exemple une école qui va être transformée en médiathèque ou en logement social, etc. Il faut avoir des supports parce que les plans n'existent pas toujours. Et donc voilà, mon travail, ça va être d'amener à tous ces acteurs-là des jeux de plans, des visites virtuelles de sites pour que après derrière, les équipes projet puissent commencer à imaginer comment faire évoluer un lieu en question. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci Clara. Peut-être vous avez un petit mot de la fin pour clôturer cette interview. Écoutez, osez l'entrepreneuriat, d'accord. Faites-vous plaisir. Plein de bonnes choses à tous. Voilà, plein de réussites. Merci beaucoup, Clara. Eric.